ils ont trébuché, mais ils n'ont pas tombé, tout simplement parce que pour eux, il y a Dieu dedans. Il s'agit bien sûr des éléphants de la Côte d'Ivoire, comme il a fait pour la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Dieu fasse triompher sa gloire dans vos vies respectives. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à ce rendez-vous débat sur National TV. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de recul, parler, décrypter un peu quelques propos du président Patrice Talon face à la presse le 8 février 2024. Et pour en parler, mesdames et messieurs, en studio, nous avons Fidèle Vaudounon. Fidèle Vaudounon qui est déjà bien présent avec nous ici. Bonjour doyen. Oh, avec ton affaire de doyen là, s'il te plaît, cher ami. Bonjour, cher ami Mathieu. Bonjour à tous les amis internautes fidèles de la National TV. C'est un plaisir d'être avec vous. Bienvenue à vous. Je vous en prie. En face de Fidèle Vaudounon ce matin, c'est Wabi Migan. Wabi Migan, journaliste parlementaire. Bien, bonjour à vous. Bonjour Mathieu et bonjour aux téléspectateurs de la National TV. Merci de répondre à cette invitation ce matin. C'est moi. Mesdames et messieurs, nous vous l'avons dit dans nos propos liminaires qu'il s'agira dans cette émission, voilà, de revenir sur quelques propos du président Patrice Talon. Nous l'avons ensemble suivi et ici, tout de suite, on va proposer à la réalisation de nous passer un extrait du président Patrice Talon lors de sa rencontre avec la presse jeudi 8 février 2024. Nous suivons ici le président Patrice Talon. Moi, je suis dans un environnement où parfois je suis un peu frustré par la timidité des médias. Dans d'autres pays, c'est vous qui devez mettre le doigt pendant un débat sur ce qui ne va pas, ce qui est contraire à l'intérêt général, ce qui est contraire à votre opinion. Chacun d'entre vous, vous êtes des électeurs. Et vous trouvez que ce serait normal que, ayant retiré la confiance à un député ou à un maire, il continue de parler en votre nom pour des actes politiques pour les temps qui arrivent. Et je ne vois pas du tout le débat se faire. J'entends les coqs chanter, le cocorico à leur façon et consort, et vous enfourchez même ce qu'ils disent, vous répétez ça. Vous dites oui, mais alors que vous devez susciter le débat, vous qui devez éclairer l'opinion, le peuple sur ces genres de débat. Moi, je me réjouis de que vous me posiez cette question ce matin pour vous dire, mais est-ce que cette question-là, ça concerne Patrice Talon ou bien ça concerne ceux qui font le débat? Voilà, mesdames et messieurs, le président Patrice Talon peine tout simplement face à la timidité de la presse qui, en temps normal, devrait pointer du doigt certaines irrégularités en République du Bénin. Fidèle Vaudounon, vous avez suivi aussi. Oui, je pense que c'était un cours de déontologie en règle face aux professionnels des médias. Je pense que le chef de l'État, bon, ce n'était pas forcément à charge. Il était dans une dynamique de fouetter cette presse-là, parce qu'on a dû noter une sorte de relâchement au niveau de la presse nationale, que l'on semble peut-être pas tout à fait à tort. On semble être sur le coup de l'absence de financement, de ce que les entreprises de presse ne tournent plus, et c'est toute une problématique, parce que il sera question de savoir si nous devons nous en tenir uniquement au financement public, à la manne gouvernementale. Je veux parler des fameux contrats pour vivre, et que, en absence donc de ces contrats, on doit cesser d'être professionnel des médias. C'est là toute la problématique. Et je pense que l'avantage donc de cette observation du chef de l'État, c'est justement de mettre le doigt sur une question qui va permettre de faire maintenant le débat sur l'avenir, la réalité d'hier de cette presse-là, sur son avenir, et pourquoi pas sur ses conditions de survie actuelles qui pourraient expliquer peut-être cet inactivisme, si je peux le dire ainsi, donc des acteurs des médias face à l'actualité nationale. Cela dit, je note tout de même que ce n'est pas si amorphe que ça dans la presse. La preuve est que nous sommes là avec vous et nous parlons, nous discutons, nous débattons de l'actualité. Peut-être que ce n'est pas ce que souhaite le chef de l'État, peut-être en mettant les choses en parallèle avec ce qui se faisait il y a quelques années en arrière. Et je pense que si, c'est le chef de l'État lui-même qui en parle, et qui donne d'ailleurs rendez-vous, je crois, dans un mois, pour une nouvelle rencontre. Je crois qu'il appartiendra à nous, professionnels des médias, aux structures, associations, de s'organiser pour saisir cette balle au bon et faire en sorte justement que le débat se fasse
pour rebeloter véritablement, fouetter véritablement la presse pour qu'il y ait un peu plus de débat, car moi j'estime que le débat se fait déjà. Merci à vous. Alors, c'est votre avis sur la question. Excusez-moi, Bimigan, vous avez suivi le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui peine face à la timidité, on dirait, des hommes de la presse. Je pense que de la normocommunication, on est venu à une communication, disons, d'antan, où les professionnels des médias étaient habitués à un rythme. Voilà. À l'arrivée du chef d'État en 2016, avec les confrères qui l'entourent, ils ont imposé la normocommunication. Ça n'a pas suivi, les résultats n'ont pas suivi, et les fous n'ont pas tenu la promesse des fleurs. À tel enseigne qu'ils sont revenus maintenant à une communication, disons, beaucoup plus saine. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays et se fermer sur soi-même pour dire que, bon, on veut barrer, on veut mettre un point sur certaines pratiques. Alors que nous sommes dans un régime où les gens sont déjà habitués à un système où c'est le financement, c'est l'appui à la presse. Vous venez et puis tout d'un coup vous dites non, on ne veut plus ça. Ce soit difficile, n'est-ce pas, dans un système où les gens sont déjà habitués. On n'est pas dans un régime où c'est des groupes de presse. Chacun se lève, il essaie quand même de créer son organe pour quand même suivre ses activités. Donc si j'étais dans un groupe de presse, j'allais comprendre un peu pour chacun va essayer de tisser ses relations pour que cela marche. Maintenant, nous sommes dans un système où chacun crée son organe, chacun crée sa télévision pour avoir des assises nationales et gérer ses relations. Donc du coup, les gens sont affectés par le fait que, bon, ils n'ont pas de revenus. On dit souvent que le ventre de la famille n'a point d'oreille. Donc celui qui a un problème chez lui, ne lui demandez pas de vous écouter. Il va régler d'abord ses problèmes avant de vous écouter. Et je pense que Fidèle a marché beaucoup sur ma langue parce que ce qui se passait avant, ce n'était pas du tout la norme. Vous savez bien, parce que c'est notre corporation. C'est notre corporation. C'est ce qui se passe dedans, justement. Donc, vraiment, la presse a été, disons, martyrisée, tellement engloutie dans un système où eux-mêmes se sont rendus compte que ça va être servi que de les servir. Donc, ils se sont dédouanés pour râler tout le monde à le coup. D'où les contrats qui sont venus. Et certains n'en ont pas eu. D'autres en ont eu. Certains ont été coupés et ainsi de suite. Donc, on dit souvent que le malheur de la presse, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il faut qu'on se dise la vérité. N'est-ce pas? Oui, il faut qu'on se dise. Parce que je ne peux pas être collaborateur du chef de l'État et en tant que journaliste, être pouvoir, donner des plans pour l'enfoncer dans ce qu'il veut faire. Franchement, c'est ce qui a mal tourné. Et heureusement, il n'est jamais tard de bien faire. Ils ont réveillé pour que... Et ça doit reprendre. Si vous permettez, Mathieu, je pense que là-dessus, il y a un petit souci. Quand je vois la chute de Wabi, je pense que nous avons tort. Nous avons tort d'être dans cette posture attentiste par rapport à nos confrères ou doyens qui se retrouvent aujourd'hui aux côtés du chef de l'État. Nous avons totalement tort. Parce que là, ils ne sont pas dans une mission purement professionnelle, pas du tout. Ils sont dans une mission avant tout de communication et de l'image, de la gestion de l'image du chef de l'État. Et dans cette posture, pour ma propre expérience en tant qu'attaché de presse de plusieurs ministres, je peux vous dire que ce n'est pas véritablement la perception que nous avons de la chose qui est la réalité que vivent bien ces confrères, ces collègues qui se retrouvent en position de communicateurs dans une logique de communication gouvernementale. Ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'il nous appartiendra à professionnels des médias d'en imposer dans la compétence, dans les infrastructures, dans la recherche même de financement alternatif, de façon à véritablement se constituer un interlocuteur valable. Et je pense que le chef de l'État qui est là, le président Patrice Talon, a toujours donné une prime justement à cette compétence, à cette capacité managériale. Et quand on s'impose, il va pouvoir négocier avec vous. C'est ce que moi j'ai noté dans son approche. Donc il appartiendra à la presse, aux promoteurs, en tout cas, les véritables qui s'affirment, et bien de se donner les moyens d'être des interlocuteurs valables face au chef de l'État, face aux collaborateurs du chef de l'État. Donc,
Si nous restons dans la posture, on dit bon, on attend, bon, comme nos amis sont là-bas, ils vont lui parler. Je pense que nous sommes en train de sortir quelque peu de ces paradigmes-là. Voilà. J'espère bien que c'est bien compris. Mesdames et messieurs, le président Patrice Talon a abordé plusieurs points avec les professionnels des médias. Nous avons juste voulu commencer par ces petits propos dans le sens de la presse, tout simplement parce que cela nous concerne. La question de la révision de la Constitution, le cas de Niger, la fermeture, la suspension du groupe de presse La Gazette de Golfe, la retraite d'office, sa relation avec Bokar Olivier, avec tout ce qui se passe aujourd'hui pour les présidentielles de 2026. Ce sont entre autres les questions qui ont été abordées au cours de cet entretien avec la presse jeudi 8 février 2024. Nous allons démarrer par vous, Wabi Migan, sur toutes les questions, toutes les réponses plutôt du chef de l'État face à la question de la révision de la Constitution. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous comme analyse? Je pense que le président Patrice Talon s'est retrouvé dans une posture où il est entre, disons, le marteau et l'enclume. Parce que sa volonté affichée, n'est-ce pas, c'était d'abord le mandat unique. Mais il s'est fait que, par le fil du temps, bon, il avait dit que même on peut faire le job et s'en aller. Bien sûr. Mais on dit que l'expérience, c'est la mère des études. Donc, il s'est vu dans une posture où il peut toujours réformer. C'est ça qui l'a amené à une révision de la Constitution. Et c'est pas la population même qui avait voulu à ce que le président Patrice Talon rempile afin de continuer l'œuvre entamée en 2016. Tout à fait. Il a voulu, au fait, suivre le mouvement. Voilà. On dit souvent, on suit le mouvement du vent. Donc, il s'est vu que, bon, pourquoi pas une révision de la Constitution pour quand même essayer de corriger. Parce que les gens se ont dans la tête, quand on dit révision de la Constitution, c'est le troisième mandat. Alors qu'en réalité, dans le contenu, c'est au-delà même d'une révision du troisième mandat. Il y a des articles qu'il faut modifier et ainsi de suite. Donc, pour le commun des Millinois, quand on parle de révision de la Constitution, c'est dans la tête, c'est le troisième mandat. Troisième mandat. Oui, donc, en réalité, il y a un problème de communication qui s'est posé, non seulement au niveau du chef de l'État, dans la perception de ce que le Bénin entend par révision de la Constitution. Parce que tout le temps, on a habitué les gens à l'expression troisième mandat. Attends la 5 heures, quand on parle de révision de la Constitution, bon, c'est le président de la République qui ne veut pas quitter le pouvoir. Ouais, donc, de mon analyse, je pense que le chef est dos au mur, la seule alternative, parce que la recevabilité pour la révision de la Constitution, c'est 82 députés, alors que la majorité parlementaire fait 81. Donc je me dis qu'un député de l'opposition aujourd'hui, même si c'est un vote secret, va oser, n'est-ce pas, s'aligner aux côtés des romanciers pour la recevabilité. Encore que le chef de l'État dit qu'il ne souhaite même plus ça, qu'il ne veut même plus en parler et que cette question, selon lui, est rangée. Voilà. En fait, c'est la bonne foi. C'est une tactique, ils ont mal ficelé, en fait. Ah bon? Très mal ficelé. C'est une question de communication. C'est dans les détails que ça se passe. Ouais, c'est dans les détails. Il faut communiquer avec les gens pour enlever de la tête ceux qui pensent que non-alignement des mandats et autres, là, que c'est, si ce n'est pas vous, donc ce ne sera pas l'autre. Vous voyez un peu ce que je dis. Parce que les 10 ans de Yaïboni, on n'a dit jamais, ça ne va jamais se passer. Autant de clés pour la même chose. Finalement, ça va se passer quand? À quel moment? Pour vous, ça doit se passer. Il faut que ça se passe selon vous? Il faut que ça se passe, mais expliquer ce que c'est que la révision de la Constitution. D'accord. Fidèle, vous avez suivi un peu Wabi Migan sur cette question de la révision de la Constitution. Le président Patrice Talon reste catégorique qu'il n'en veut plus et qu'il n'a mandaté aucun député pour faire, parce qu'il a été clair dans ses échanges avec les différents partis, avec les différents groupes parlementaires qu'il avait rencontrés, Fidèle. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra plus faire ce concert au chef de l'État, une volonté de réviser la Constitution. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Je pense que nous sommes en train de surfer sur une polémique totalement inutile, peut-être alimentée à dessein par l'opposition. Et c'est là où moi j'en veux à l'opposition, parce que je dis, aujourd'hui, dans le dispositif constitutionnel, il est impossible pour le chef de l'État, comme pour n'importe qui, de retoucher à la Constitution sans les démocrates, sans les députés et les démocrates. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Mieux,
c'est ce même chef de l'État qui a fait mettre dans la Constitution lors de sa révision de 2019 que de sa vie, lui ne peut faire deux mandats à la tête donc de ce pays-là. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il a encore pris d'autres engagements, aussi bien au plan national qu'international, pour réaffirmer sa volonté de ne faire que ces deux mandats et de s'en aller. Alors, quand aujourd'hui nous sommes face à une situation mise sur la table par la Cour constitutionnelle et qu'il faille revoir les choses, je pense qu'on a tout fait de s'embrouiller et de s'enliser. Parce que, peut-être à raison, parce que le chef de l'État a pris l'habitude, dans une certaine mesure, de ne pas trop se mêler de certaines affaires, de sorte que quand il s'en mêle aujourd'hui de bonne foi, tout de suite on commence par se dire, ah ben voilà, apprenons, il a quelque chose derrière la tête là. Et ça devient une forme de hantise. Moi, j'ai estimé même dans l'une de mes analyses qu'il doit être en train de faire des va-et-vient dans la tête donc, de certains députés de l'opposition, parce qu'on ne peut pas comprendre que les révisions qui ne puissent pas se faire sans eux, ils soient en train d'en parler comme si dans leur sommeil, quelqu'un viendrait prendre leur corps pour aller voter à leur place. C'est à la limite... ça fait rire. C'est à la limite comique, vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut expliquer clairement les propos du chef de l'État. Je pense qu'il est tellement lumineux dans son approche qu'aujourd'hui, ce serait, je vais parler comme ce serait de la sorcellerie de dire qu'il en veut de ceci ou de cela. Parce qu'il est disponible, quel que soit le schéma à promulguer, si, il dit qu'il ne veut même pas demander une seconde lecture, si les conditions de règlement de cette erreur matérielle-là sont réunies de façon à respecter l'esprit de la Constitution de 2000, relue en 2019, ça ne lui pose aucun problème. Mais son exigence, entre guillemets, étant entendu qu'il n'est pas député à l'Assemblée nationale, et vous savez que nous sommes en fait de mandat, et les condoléances qui sont liées justement à ce mandat, c'est là où tout le courage et la magnanimité du chef de l'État. Il dit, mais si dans ces conditions-là, ils garantissent eh bien, la légitimité des députés à élire, ou des maires à élire en 2026, de façon à ce qu'ils soient eh bien, ceux-là qui assurent le parrainage des candidats à la présidentielle, que le problème ne se posera pas. Mais s'ils font les choses de façon à s'offrir eux-mêmes leur propre légitimité, alors même qu'ils ne sont pas assurés d'être tous réunis, ce qui n'est pas évident, et que donc ils seraient dans une forme d'illégitimité, d'illégalité même, pour parrainer les candidats à la présidentielle, que ça posera problème. On peut espérer quel autre exemple de patriotisme et de démocratie en fait dans cette posture. Mieux, et donc maintenant, si en dépit de tout ça, vous tenez à ce que ce soit donc vous, parce que au-delà de la position des partis politiques auxquels j'appartiens, ils ont aussi leur ambition parce qu'ils estiment que l'ambition politique est d'abord personnelle. Eh bien, lui, Patrice Talon, eh bien, est prêt, s'il devrait rallier les élections, est prêt à sacrifier quelques mois de son mandat finissant. C'est-à-dire que 2 ou 3 mois, ce qu'il n'a pas s'il n'a pas pu faire en disant que ce n'est pas en 3 mois qu'il le ferait, et qu'il est prêt, quitte même à tacler ses amis de 5 ans, c'est 5 ans, et bien que lui-même il est prêt à sacrifier quelques mois de son mandat pour leur permettre de le faire si ceci devrait permettre de régler les problèmes. Dans tous les cas, qu'il trouve des solutions au niveau du code électoral, au niveau de la Constitution, que le problème ne pose pas. Mais voilà déjà eh bien, les jalons qu'il pose et qui permettraient de régler le problème en essayant de sauvegarder l'essentiel donc du contenu de la Constitution pour ne pas prêter à confusion. Dans tous les cas, quel que soit le schéma, même si nouvelle république il y a, je pense que c'est assez clair dans la Constitution qu'il n'y a pas possibilité de 3e mandat. Donc je pense que c'est cette hantise-là qu'il faut enlever de la tête des gens, ce qui est compliqué, même la meilleure chirurgie au monde ne réussirait certainement pas. Et peut-être que bon, la communication, comme l'a dit à l'instant, mais ceux qui l'alimentent ont peut-être intérêt à l'alimenter, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous, Mathieu, vous ayez le pouvoir. Vous êtes une minorité peut-être, à l'ensemble, vous êtes une minorité de blocage par rapport à la révision de la Constitution, et que ce soit par exemple vous encore qui criez voilà, il y a un complot, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je vais me rejoindre dans ce que vous dites. Il y a un problème sérieux qui se pose.
Sans vous, ça ne peut jamais ça ne peut pas se passer. Mais où est le problème? C'est Adjoto qui crie encore. On dirait bien. La légitimité qui peut parrainer en 2026. Donc, tout le problème à ce niveau, ce qui est sur la progression de la Constitution ne peut jamais se faire sans les démocrates. C'est pas possible. Donc, ils doivent avoir la tête sur les épaules et réfléchir autrement. L'autre question abordée au cours de cet entretien avec la presse, c'est la question des retraites d'office pour certains agents de l'État. Le président Patrice Talon a été clair, il a bien parlé, il a dit en plus de leur pension, il y aura encore le complément qui doit s'ajouter, et ce sur 2 ans. Je pense que c'est aussi clair que ça en réalité. Ce n'est pas que le président Patrice Talon a dit, il n'a fait que rappeler ce qui était contenu dans le décret en question. Je pense que c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Et quoi qu'on puisse trouver à redire sur cette mesure-là, moi je suis gêné que surtout les jeunes se mêlent à ce débat. Parce que le système de la fonction publique, c'est un système d'échelle en réalité. Et il faut que des gens partent pour que d'autres rentrent. Et il faut surtout que d'autres rentrent pour cotiser pour ceux qui sont partis ou ceux qui sont en train de partir. Alors, quand vous prenez, tel qu'il a expliqué clairement d'ailleurs, on n'a pas encore eu d'autres contradictions juste là, c'est que quand les gens sont là, et ils portent donc des responsabilités qui ne nous exercent plus. Ils sont commandants, mais ils n'ont rien à commander, ils n'ont personne à commander. Et pourtant, ils sont traités dans les normes qu'il faut, alors même que nous crions tous au chômage des jeunes. Heureusement, il y a eu quelques recrutements dernièrement dans la police républicaine et autres, mais il faut bien équilibrer tout ça parce que la gouvernance, au-delà de ce que nous disons, nous voulons, ceux qui sont justement au pouvoir savent ce à quoi ils font face et comment ils doivent chercher les solutions pour régler mieux. Ce n'est pas hier que cette fameuse loi a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, ça pose encore une fois de plus le problème de patriotisme. Nous ne lisons pas, nous ne nous informons pas. Une loi qui est votée, qui me concerne en tant qu'agent de la fonction publique ou agent des forces de défense et de sécurité, la moindre des choses, c'est que j'en sois informé et que j'en sois averti. C'est aussi banal que ça. Donc, si nous avions pu avoir ce réflexe qui devrait être le bon réflexe, de nous informer par rapport aux lois qui sont votées, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont concernées ne seraient pas dans la situation qu'on décrit. On dit qu'il y en a qui ont déjà fait des AVC. Bon, dans tous les cas, moi j'ai lu le décret en question. Et je pense que déjà sur la première année, il n'y a pas grand-chose qui tombe de leur salaire. Deuxième année, il y a aussi des circonstances particulières de traitement. Et je crois que c'est à partir de la 3e année qu'ils rentrent maintenant dans leur pension. Leur pension plus donc, la moitié de la compensation. Voilà, donc je pense que c'est une douce descente en réalité pour leur permettre donc d'aller se reposer et pourquoi pas se reconstituer. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Il faut que, et je pense que ça, le président Patrice on l'a souvent dit, qu'on ne peut pas s'en tenir seulement à la fonction publique pour s'en sortir. On n'interdit pas à quelqu'un de s'enrichir, mais il faut bien que la personne ait une autre initiative qui lui permette de justifier donc de sa richesse. Et je pense que c'est une aubaine pour ces gens qui ont quand même 20 ans au moins d'expérience dans la fonction publique et d'autres secteurs, bien évidemment, et qui pourraient faire valoir justement à l'aune donc de cette situation-là. Moi, je pense qu'il faut plutôt tirer bien, le meilleur des situations pour s'en sortir, plutôt que de pleurer sur leur rentrée. Alors, vous avez suivi le développement de Fidèle Vaudounon. Votre avis sur la question? Oui, ma préoccupation est à un niveau. C'est-à-dire que le problème d'information, de sensibilisation, il faut normalement un préavis. Bien vrai que la loi a été votée, ils sont informés, il y a quelque chose, mais ça a été, à mon avis, brut. C'est comme si un coup de massue qu'ils ont reçu sur la tête. Donc, il faut préalablement sensibiliser pour dire, ah, vous avez une échéance. Donc, l'échéance, là, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, c'est dans 1 an. Comme ça, dans leur tête, ils vont se préparer psychologiquement, physiologiquement, pratiquement sur tous les plans. Imaginez des gens qui ont contracté des têtes, qui sont là à la banque, et ainsi de suite, et ils vont se retrouver du jour au lendemain, comme ça, pour dire, voilà, là, il y a la retraite. Ouais, un peu le choc moral que ça peut recevoir sur des gens. De façon psychologique, ça doit avoir des effets d'impact. Ça, c'est clair. Dans le même temps, j'aurais appris qu'il y a des gens qui sont en train de faire 25 ans, 26 ans, mais qui ne sont pas dans le lot. Ah bon, hein? Oui, des gens qui ont 24 ans. Bien sûr, des gens qui ont 24 ans,
qui sont partis. Dans le même temps, il y a des gens qui sont en train de faire 25 ans, 26 ans, 27 ans et plus, qui ne sont pas partis. Qui peut-être sont opérationnels, qui sont en service, qui sont en travail. Il y a un problème de management qui se pose à ce niveau-là. D'autres diront que, bon, est-ce que ce n'est pas des règlements de compte? Ouais, donc, c'est des questions qui sont comme ça posées. Et qui reflètent vraiment une inquiétude au sein de la population. Imaginez si c'est un parent à qui on dit, bon, tu es déjà à la retraite, 24 ans. Et que le parent sait qu'il y a certains de ses collègues doyens qui sont en train de faire 27 ans qui sont là. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Je pense que la sortie du ministre de l'Intérieur a été convaincante, mais ces détails-là, il doit pouvoir, disons, informer pour dire, voilà, à ce niveau-là, voilà ce qui se passe. À ce niveau, voilà ce qui se passe. Il a manqué, disons, de stratégie politique. Parce que c'est un problème politique. Même si c'est technique, c'est aussi politique. Parce que les gens vont dire, ah, ou bien c'est parce qu'on m'a étiqueté quelque part à un niveau qui sont en train de me sortir. Ils voient un peu, donc tout est technique et aussi politique. Politique à la fois. Voilà. C'est trop sensible, c'est un sujet très sensible et il va falloir revoir une nouvelle communication pour expliquer. Voilà. Parce que c'est un problème sérieux. Oui, si Fidèle Vaudounon rejoint le chef de l'État, ils auront le temps de faire d'autres affaires. Avec Fidèle Vaudounon explique, il dit, avec tout le temps qu'ils ont passé, ils ont eu certainement la chance d'avoir des relations qui vont mettre en exergue afin de créer des actes. La reconversion n'est pas facile. Celui qui a fait 30 ans, il sait qu'il a fait 30 ans. Il se prépare en conséquence. Mais celui qui sait qu'il y a un droit qui a été adopté, mais du jour au lendemain, a été contraint à la retraite, c'est pas la même chose. La reconversion, ce n'est pas automatique. Comme celui qui a fait 30 ans normalement. Ça va venir, n'est-ce pas? Ça va venir, mais... Je vois Ami se faire l'avocat du diable à la limite. Il y a eu plein d'imitations dans la presse, je pense qu'il n'en est pas encore mort. Qui s'adapte à chaque fois pour s'en sortir. Je pense que c'est cette réactivité-là qu'il nous faut pour s'en sortir tout simplement. Et permettre aussi aux jeunes de faire l'expérience de la fonction publique parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour y arriver. Gouverner, c'est opérer des choix. Et qui opère des choix, forcément, frustre une partie et contente d'autres. Donc, voilà. La dernière question que nous allons aborder dans cette émission, c'est justement la question relative à la nomination des ministres conseillers. Le président Patrice Talon voit aujourd'hui qu'il y a nécessité de mettre des gens qui ont des casquettes politiques parce que la question aujourd'hui, le besoin se fait sentir, mais à 2 ans de la fin, sinon de son règne fidèle. J'avoue personnellement que c'est pas une question qui m'intéresse trop. Véritablement, c'est pas une question qui m'intéresse parce que la légitimité de la gouvernance du Bénin est confiée à Patrice Talon. Et il a la latitude de se donner les moyens, même à 2 jours de la fin de son mandat, d'y arriver ou d'essayer d'y arriver. Donc, quand on a commencé cette polémique autour d'une saisine de la Cour constitutionnelle qui en attend, je pense, avec des 5 juristes qui ont saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cette situation, je dis, bon, c'est de bonne guerre. Parce que celui qui a la légitimité, si on reste dans cette dynamique, c'est comme si un jour on dirait à un chef de l'État qui n'a pas le droit de nommer des ministres, qui n'a pas le droit d'en nommer peut-être un certain nombre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si nous voulons régler ces problèmes, à mon sens, il va falloir donc les régler à la source, à la base, pour déterminer quelles sont les prérogatives du chef de l'État. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. La deuxième chose dans cette approche, c'est que moi, je trouve quand même une once de sincérité dans la posture du chef de l'État. Parce qu'il n'a pas besoin de faire une communication autour, de prendre même un décret pour tout. On sait comment ça se passe dans ce pays. Les 15 mois et tout ça, s'il veut contacter même 1000 cadres au sein des partis politiques qui lui sont favorables, il le ferait sans problème. Je salue plutôt cette sincérité-là, cette ouverture-là, qui lui permet, et je crois que c'est peut-être sa marque de fabrique, eh bien, de toujours dire ce qu'il veut faire, même si ça paraît visible ou difficile à entendre. Je crois qu'il a toujours dit, et je pense qu'il faut lui reconnaître tout au moins cette sincérité-là. Voilà. Maintenant, sur la manière, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'estime que, eh bien, qui peut le plus peut le moins. Donc, si notre dispositif réglementaire et même constitutionnel permet aux chefs de l'État d'avoir ce genre de prérogatives en termes de nomination, en termes d'organisation, de sa politique de gestion et tout, je ne vois pas véritablement où se trouverait le problème. Nomination des ministres conseillers. Le chef de l'État voit qu'il y a nécessité aujourd'hui de passer à cette étape puisqu'il a toujours fait appel à des compétences voilà, pour que la mission soit accomplie afin d'atteindre les résultats escomptés.
c'est la rente du fin de mandat qui a mis les gens à polémiquer. Si c'était au début, ou bien au milieu, il n'y aurait jamais cette polémique-là. Donc, on dit ministre conseiller. Mais c'est d'abord tout un conseiller du président de la République, parce qu'il est sur le terrain chaque fois. Donc, il joue toujours le rôle de conseiller, même si ce n'est pas écrit quelque part. Donc, le ministre, après tout, est un conseiller du chef de l'État. Donc, on ne voit pas. Il n'y a pas de. C'est juste un jeu de mots. Le ministre du président de la République, c'est d'abord tout son conseiller. Ah, j'ai fait un constat, et ainsi de suite. Voilà. Ici, il sera question justement des personnalités qui ont des casquettes purement politiques. C'est là la question. Vous savez, dans le gouvernement, il y a des techniciens qui sont aussi des conseillers. Dans le gouvernement, il y a des politiciens qui sont aussi des conseillers. Donc, moi, je ne vois pas où se trouve la préoccupation des gens. C'est le jeu de mots, ministre conseiller, là, qui pose problème. Vous voulez par exemple qu'il donne un quota aux démocrates dans ce ministre conseiller? Un politicien. Donc, c'est deux jouent le même rôle, chacun dans son pouvoir et jouant son rôle. Donc, c'est le ministre conseiller à qui pose problème, non? Tout le monde sait que le ministre est un conseiller du président de la République. Techniquement, politiquement, c'est un conseiller du président de la République. Je pense que c'est la rentrée de fait de mandat. Qu'est-ce qu'il veut mettre là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et les gens cherchent toujours à creuser. Alors que c'est dans les détails qu'il y a le bien. Un peu. Donc, le mieux. Je vais dans son rôle. Moi, personnellement, je pense qu'il est dans son rôle de faire des stratégies politiques et techniques pour avancer. Et de la raison de dire qu'il n'avait pas besoin de se prononcer sur cette question. Normalement. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la croisée des chemins. On ne va pas rester ici sans évoquer le cas de Golf. Vous avez suivi le président Patrice Talon sur la fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Je suis autant désolé que lui sur la question, mais je dis que je reste quand même quelque peu sur ma faim parce que c'est parce qu'il s'agit de Golf TV que c'est aller en si haut lieu. Il y en a plein qui meurent. En termes d'organes de presse, qui meurt, on dira peut-être que ça n'a pas l'infrastructure, la structure de Golf, du groupe de la Gazette du Golfe, c'est pourquoi on n'en parle pas. Dans tous les cas, c'est toujours dommage quand un organe de presse, un groupe de presse qui reste quand même avant tout la mesure, le baromètre donc de la démocratie se trouve dans cette situation. Je pense que le chef de l'État n'est pas resté insensible à l'affaire et nous espérons véritablement qu'il fera ce qu'il serait de son pouvoir, comme il a dit, pour que les choses s'arrangent très vite, même s'il laisse quand même aux structures concernées, aux organes étatiques concernés de faire leur job. Et en guise de conclusion, vous avez quoi? C'est de vous remercier pour l'invitation et l'opportunité que vous nous offrez donc justement d'opiner sur cette sortie du chef de l'État et dire que voilà, n'avons pas la prétention ni la science infuse donc d'avoir tout dit. L'essentiel sera dans la conclusion de chacun au débat national et c'est ça qui fera donc la richesse de notre démocratie. Dans tous les cas, on a comme l'impression que on veut pousser déjà Talon au dehors alors qu'il reste quand même quelques mois à la tête de ce pays. Et je pense que si on appréhende cette réalité-là comme telle, ça fera moins de bruit. Merci à vous. Merci Fidèle Bourdounon. Alors, Wabé Migran, nous sommes à vous. La réaction du chef de l'État face à la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, s'en suivra votre conclusion. Oui, il faudra que le chef de l'État évite de pas de mesures, surtout avec certains organes qui ont subi pratiquement le même sort que le groupe de presse La Gazette du Golfe. Je ne veux pas citer des noms, vous connaissez déjà les organes de télévision et radio qui ont des soucis sous le régime actuel. Donc, en pensant certainement à une issue favorable pour La Gazette du Golfe, il faut qu'il se rappelle aussi de certains organes de presse pour éviter de créer encore beaucoup plus de suspicions à ce niveau-là. Si les raisons de suspension ne sont pas les mêmes, peut-être. Les gens ne vont pas savoir pourquoi Golfe a été par exemple ouvert et que d'autres sont toujours fermés. Si nous savons bien que le problème posé, c'était justement l'apologie des coups d'État en Afrique. Bon, le chef d'État quand même. Conclusion, s'il vous plaît, que diriez-vous? En conclusion, je pense que d'abord, je vous remercie pour cette invite. Merci. Sur cette émission et tout le plaisir a été pour moi avec mon frère fidèle. On est toujours là pour répondre favorablement
à votre audience. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette émission justement de décryptage sur National TV. En studio avec nous, Fidèle Vaudounon. Fidèle Vaudounon, il est journaliste, ici même au Bénin. Nous sommes revenus sur quelques questions justement qui ont trait à cette conférence de presse du chef de l'État avec la presse le jeudi 8 février 2024. En face de Fidèle Vaudounon, c'est Wabi Migan, journaliste également. Ensemble, mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de ces quelques questions. Vous avez suivi justement les avis des uns et des autres. Merci à Désiré Coiffon du Moncan. Ce sont eux qui ont assuré la réalisation. Patin Poronon à la régie d'antenne. Merci à vous et le rendez-vous c'est pour mercredi pour un nouveau numéro de cette émission Débat. Portez-vous bien, excellente semaine à vous. Au revoir.